À force de voir certains logos de marque, on finit par ne plus les regarder. On les connaît, on connaît la marque et ce qu'elle vend, mais un message plus ou moins subtil se cache dans les logos que je vais vous présenter. C'est parti pour le top 10 des messages cachés dans les logos. Numéro 10, Sun Microsystems. Une marque que vous connaissez seulement si vous avez mon âge, car le nom de ce constructeur et éditeur informatique a disparu depuis qu'il s'est fait racheter. Mais aviez-vous remarqué toute la subtilité de son logo? C'est compliqué. Non, c'est pas facile. C'est plus pas facile que c'est compliqué en fait. Eh bien, il y avait tout simplement marqué Sun, dans tous les sens, un message subliminal, de quoi retenir le nom de la marque encore mieux. Numéro 9, Toblerone. Mais si, vous savez ces chocolats qu'on trouve dans les aéroports. La montagne sur ce logo est véritable, il s'agit du mont Cervin, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, aussi présent sur le logo de Ricola. Mais on s'éloigne du sujet. Alors vous avez trouvé son secret? Et si je vous dis que ce chocolat vient de Berne, qu'on appelle la ville de l'ours? Et oui, il y avait un ours en plein milieu de la montagne. Ah, vu. Je l'avais pas vu. Numéro 8, Continental. La marque allemande de... De quoi d'ailleurs? Cherchez dans le logo, il y a un indice. Bah non, y a pas, je vois pas. Non, ils ne vendent pas des chevaux mais des pneus. Et regardez, c'est ce que représente le C et le O, un pneu, avec un effet en 3D. Numéro 7, les Galeries Lafayette. La fameuse enseigne de grands magasins dont le premier est apparu rue Lafayette, à Paris. Vous voyez où je veux en venir? Je veux pas venir. Non? Regardez cette publicité pour la marque qui veut garder son image parisienne. Eh oui, ils insistent tellement sur leur origine qu'ils y ont caché une tour Eiffel, juste ici. Numéro 6, la RATP. On reste en région parisienne puisqu'il s'agit de la régie autonome des transports parisiens, bref, la société qui gère les métros, les tramways, les bus. Mais rien de tout ça dans le logo puisqu'on peut y voir un visage qui regarde au ciel, mais savez-vous ce qu'il cache? Je passe. Quel? Il cache tout simplement la Seine qui traverse la région de l'Île-de-France. Ouais, enfin, vite fait quand on regarde le vrai tracé. Numéro 5, le Tour de France. Allez, on quitte Paris pour faire le Tour de France, la fameuse compétition de cyclisme, donc ils y ont collé sur le logo un cycliste, bravo. Il est où le cucu, elle est où la tête? Mais c'est juste là, dans le mot tour. Ça, c'est la tête, et ça, c'est les roues. D'ailleurs, ça ne marche pas très bien parce que la deuxième roue ne fait pas partie du mot. La boîte de com a justifié ça en disant que le jaune représentait le maillot du vainqueur. Numéro 4, FedEx. Là, ça devient un petit peu plus subtil. Je vous rappelle que FedEx est une société américaine de transport de marchandises. Son nom est d'ailleurs l'abréviation de Federal Express. Mais dans son logo, vous voyez le message? Regarde. Oui, on ne voit que du texte, et pourtant, il cache une flèche juste ici. Elle représente le déplacement, et donc la livraison. Numéro 3, Amazon. Tout simplement le plus grand site marchand du net. D'ailleurs, il porte le nom du plus grand fleuve au monde en termes de débit, l'Amazon. D'abord connu pour vendre des livres, on trouve aujourd'hui sur le site de tout. Et c'est justement le symbole de ce logo. Le sourire sous le texte trace aussi une flèche qui nous indique qu'ils peuvent nous vendre de tout, de A à Z. Oh, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Numéro 2, Sony Vaio. La marque des ordinateurs portables de Sony passe un message avec son logo. Il représente le passage de l'ère analogique à celle du numérique. Et comment? Oh, je sais pas, ouais. Ça c'est là pour t'informer. Regardez la vague formée par le V et le A, il s'agit d'une onde d'un signal analogique. Et le I et le O, ils représentent le 1 et le 0 qui constituent le langage binaire. Et numéro 1, Carrefour. Un grand classique avec ce logo que tout le monde connaît, mais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même moi je pensais que c'était une espèce de fleur de lys. Pas du tout. Il s'agit tout simplement de la lettre C dans un cadre rouge et bleu, un secret qui n'échappera plus à personne. Je suis choqué. Et voilà, ce top 10 est déjà fini. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même? Allez, bonus. Le logo Peace and Love qui représente les N et D pour Nuclear Disarmament en alphabet sémaphore. Le logo Nestlé est un I parce qu'en anglais tout Nestle veut dire se nicher. Et les oiseaux représentent une mère et ses deux enfants, la moyenne actuelle. D'ailleurs, dans l'ancien logo, il y avait 3 oiseaux, les familles étaient plus nombreuses. Le logo de PMU qui affiche un cheval blanc, un cheval rouge et un parieur juste ici. Le logo de Cisco qui représente les barres d'un réseau en rapport avec leur activité, mais aussi le Golden Gate, le pont de la ville de San Francisco où a été créée la société. Le logo de Wilkinson avec ses 2 épées pour imager la précision de leur lame de rasoir, mais aussi parce que la marque a vendu entre autres des armes blanches dans le passé. Le logo de la direction centrale de la police judiciaire qui représente un tigre noir sur un fond blanc, mais on y voit aussi le visage de Georges Clemenceau, surnommé le Tigre, qui a aussi créé les Brigades du Tigre. Le logo d'Unilever, un U composé de 25 pictogrammes symbolisant leur valeur et marque. Par exemple le pull pour les lessives, le piment pour les épices ou la bouche pour les produits de beauté. Le logo de la marque Quicksilver qui est inspiré d'une œuvre japonaise et qui représente une vague qui passe au-dessus du mont Fuji. Et leur marque Roxy qui vise les femmes est une symétrie du logo original qui forme un cœur. Et enfin le logo de la marque Orange, bah il est orange. Premier logo, mais dites-moi quelle est cette marque? Cette marque étrange, au logo étrange et au nom encore plus compliqué. Alors, très compliqué, je suis pas sûr pour des gens d'internet, vous savez déjà le lire, je pense, si vous le lisez en anglais. En français, ça fait un 3 cuit. Un 3 cuit, ça veut pas dire grand chose, mais en anglais, si vous dites les chiffres en anglais, ça fait intricate. Pour intricate. Intricate, ça veut dire quoi, Loïc? Toi qui es bilingue? Cheval. Eh oui, l'humour est mort ce jour. Ce jour. Regardez, il est là, l'humour. L'humour s'envole, il s'envole loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tortueux, complexe, ce genre de choses, c'est ça? Oui. C'est exactement ça, et c'est ce qu'ils ont voulu représenter dans le logo, donc dans les lignes très complexes, très tortueuses. Et aussi, c'est pour ça qu'ils ont mis ce logo comme ça. Je trouvais ça intéressant de vous le faire voir. Un petit peu comme un apéro. C'est une mise en bouche. C'est l'apéritif. Non, c'est l'entrée. The starter. L'entrée. Alors, on va passer au plat de résistance. C'est donc parti pour le plat de résistance, à savoir cette image-là. Tu pouvais mettre l'image, Loïc? C'est parfait, c'est incroyable. Les effets de la post-prod, alors là vous êtes en train de voir à quoi correspond l'image. Vous savez exactement de quoi on parle, à savoir d'un golfeur qui est en train de faire un swing, ok?
Je fais très très mal les swings. Et je swing très mal aussi. Donc il fait son swing, donc c'est un club de golf. Mais le dessin est particulièrement bien pensé. Si vous lisez le nom de ce club de golf, en fait ça veut dire spartiate, c'est un guerrier spartiate. Et si vous regardez l'image d'un petit peu plus loin, ou que vous cherchez à flouter un petit peu votre regard, à ne pas voir vraiment le golfeur, vous allez voir directement la tête d'un guerrier spartiate. Et je trouvais que ce secret était très joliment fait pour faire un fabuleux plat de résistance. Apprécié, mâché, n'avalez pas trop vite, cette phrase est trop chelou. Passons au dessert. Mesdames et messieurs, le dessert. Ce fabuleux dessert où vous pouvez lire directement les 3 lettres LSO pour London Symphonic Orchestra. En français, l'Orchestre Symphonique de Londres. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur à traduire. Mais il y a autre chose dedans. En fait, vraiment, on dirait que c'est bien écrit avec des très jolies lettres, etc. C'est un peu plus malin que ça. Je vous laisse regarder un petit peu. Vous pouvez voir, en fait, il faut que vous vous concentriez sur ce qu'il y a à droite et à gauche du logo, ce qui forme le L et le S. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, peut-être pas. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce qui vous vient, c'est pas très grave, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce logo, il m'a fallu du temps. Donc prenez votre temps, si vous avez déjà trouvé ou si vous avez marre d'attendre, vous laissez un pouce bleu, c'est bien aussi. C'est un des secrets de YouTube, les pouces bleus. Ok, le L en fait forme un bras avec la baguette de chef d'orchestre. La forme que ça forme au milieu du coup c'est le chef d'orchestre, c'est son corps, hein, c'est juste son corps, il n'y a pas la tête. Et ensuite de l'autre côté vous avez juste son bras qui fait ça, vous savez quand le chef d'orchestre fait attention musique. Je sais pas ce qu'il va y avoir comme musique, c'est hyper flippant. Sachez que c'est vraiment, comme vous l'avez constaté, Loïc qui monte cette vidéo. Et je sais pas, par exemple, peut-être il se passe quelque chose ici. Et peut-être rien, ce qui est encore pire en fait, parce que ça devient extrêmement ridicule. Donc voilà, via l'anacronyme de London Orchestra Symphony, ils en ont fait ça, j'ai trouvé ça très intéressant encore une fois, comme recherche, comme on peut mélanger le graphisme avec le sens des choses, et surtout les valeurs que ça représente là, en l'occurrence, l'orchestre symphonique. Bon, je vous l'ai dit, pendant mes recherches sur internet, j'ai vu d'autres choses sur les logos. Des secrets beaucoup trop bien gardés. Des secrets en rapport avec les reptiliens, les Illuminati et le diable. Et les conspirations bidons, mais c'est tellement bidon que c'en est drôle. Alors, faut savoir qu'il y en a qui croient vraiment, et je respecte ça, tout en rigolant un petit peu quand même quand vous allez voir ce que je vais vous montrer. Et il y en a qui font juste ça pour s'amuser. Ils font de la recherche en fait, c'est-à-dire ils cherchent quelque chose et à force de le chercher, tu vas forcément le trouver quelque part, tu vois. Par exemple, prenons le logo de McDonald's. Ok, vous avez le logo de McDo qui est ici. Si vous le tournez de 90 degrés vers la gauche, ça forme un 13. C'est le premier pas vers quelque chose d'étrange, ok? 13, la superstition, tout ça, machin. D'ailleurs, 13, c'est la 13e lettre de l'alphabet, c'est quoi? C'est le M, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. C'est le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Et sur le M, on a mis quoi? On a mis un 6 pour faire M6, le 6 de 666, directement, en fait, sur le chiffre 13 déguisé en M. Ce M avec les 2 points, représentant peut-être le diable. J'en ai trouvé des très très bien comme ça. J'ai beaucoup aimé par exemple le Heineken, qui selon certains conspirationnistes représente 666. Regardez, ce Heineken qui se retourne. Est-ce que vous voyez les 3-6 à l'intérieur? Attention, mise en image des 3-6. Je ne boirai plus jamais ma bière de la même manière. La signature de Walt Disney, hein, les enfants et tout ça là, vous croyez vraiment que ça n'a pas été réfléchi? Bon, faut savoir que Walter Disney était a priori franc-maçon au 33e degré, si je dis pas de bêtises, et bien dans sa signature, si on regarde bien, on voit quoi? 666. Hasard? Je ne crois pas. Avançons maintenant, Columbia Pictures, qu'est-ce qu'on voit? Bah, écoutez, je vais vous dire moi ce qu'on voit. On voit quoi? On voit une pyramide. Alors ça déjà, la pyramide, les Illuminati, les francs-maçons, tout ça on le sait. Et en haut de la pyramide, on voit quoi? La statue de la liberté? Je me marre. C'est Ishtar, la déesse sumérienne, en haut d'une pyramide. C'est quand même un message là qu'on t'envoie. Le logo de Google Chrome. Est-ce qu'on en parle de ces 3-6, 666 sur Google Chrome, confirmé par Google Drive? Ou qu'est-ce qu'on a? Alors on a toujours la petite forme des 3-6, on a surtout un triangle au milieu. Un triangle. Regardez, je sais pas le faire toucher parce que je sais pas ce qui pourrait se passer. Ou alors Coca-Cola, évidemment les 3-6 de Coca-Cola, je vais même pas vous en reparler, regardez ils sont là, voilà, j'en reparle pas. Et le fait de dire que j'en reparle pas, j'en reparle quand même, ça c'est pas un truc d'Illuminati. Et alors je termine par le top du top, par Apple, évidemment. Je suis tombé, durant mes petites recherches, sur un blog premier degré, hein, sur un mec qui a fait des vraies recherches pour prouver qu'Apple c'était satanique. Alors toutes les bases de son travail commencent par le fait que l'Apple 1 a été vendu combien, d'après vous? 666,66 $. C'est quand même un prix qui s'invente pas, c'est vérifiable, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous avez l'article ici, juste là, le petit article de vente, qui du coup va falloir que je trouve, parce que je suis même pas sûr de le retrouver, mais je pense que je vais le trouver. Puis sinon il y a Dora à la place. Et alors je vous passe tous les trucs, parce qu'on peut tout faire dire aux chiffres, à la numérologie et tout. Mais vous savez qu'il y a eu comme OS, il y a eu Lion, et après Léopard. Okay, et bien ce mec a mis ça en parallèle, et ça se trouve il a raison quoi, tu vois, avec quoi? Comment on appelle ça? Un cheval. Non, avec les versets de l'Apocalypse en fait. Ouais. Avec les différents versets de l'Apocalypse, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dedans? On s'aperçoit que le mot lion, ok, intervient 3 fois dans les versets de l'Apocalypse, du verset 4-7 au verset 10-3, et qu'après, on ne parle plus du lion, on parle de quoi? Du léopard. Hasard? Bah ouais, vraiment, je crois que c'est un hasard, là par contre. Désolé Jean-Jacques. Il s'appelle pas Jean-Jacques, hein, cherchez pas le blog de Jean-Jacques, je change son nom pour protéger son anonymat. Laissons tomber ça pour le moment, je trouvais ça assez rigolo juste de l'aborder rapidement, mais ce qui est drôle, et je le ferai peut-être un jour, c'est qu'on peut tout faire dire à n'importe quoi si on cherche quelque chose de précis, en manipulant les chiffres, la numérologie, les lettres, en faisant en fait des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Il y a toujours un peu de synchronicité, un peu de hasard qui vont faire que c'est que je trouvais ça marrant.
autant il y a pas mal de marques automobiles dont le logo est ancré vraiment dans leur passé. On va commencer par le logo Audi par exemple. Alors non, ces 4 anneaux ne représentent pas le logo des Jeux Olympiques, ça ne représente pas non plus les 4 roues du système Quattro. On entend des tas d'âneries sur internet par rapport à ça, mais non, je vais vous expliquer exactement d'où ça vient. Pour bien comprendre les origines du logo Audi, il faut revenir en 1932, quand 4 entreprises décident de s'associer pour n'en former qu'une. Il s'agit de Audi, DKW, Porsche et Wanderer. Comme vous pouvez vous en rendre compte, une des 4 marques s'appelait déjà Audi à l'époque. Alors en fait, ça vient de la traduction en latin du nom du créateur de la marque, Auguste Horch. Ce qui donne Audi, le verbe entendre à l'impératif. Alors vous allez me dire, il aurait pu appeler sa marque Horch tout simplement, puisque c'était Monsieur Horch. Malheureusement, il avait déjà créé sa marque en 1899 sous le nom de Horch, mais après quelques querelles avec son associé, il décide de quitter l'entreprise et de recréer une nouvelle entreprise. Comme l'entreprise Horch existe déjà, il est obligé de changer de nom, et c'est pour ça qu'il choisit Audi au lieu de Horch. Et oui, cette marque Horch, c'est la même que celle qui s'associe aux 3 autres dont j'ai parlé au départ. Bon, de toute façon, c'est pas grave, les 4 noms des entreprises disparaissent au profit de Auto Union dès 1949. Et le logo Auto Union représente donc déjà les 4 anneaux que nous connaissons tous, et ces 4 anneaux représentent forcément les 4 marques qui ont été associées pour créer la marque. Auto Union gardera ce nom jusqu'en 1969, date à laquelle ils vont s'associer à NSU, et du coup ils décident de récupérer Audi, non plus par rapport à la traduction latine, mais maintenant c'est par rapport à l'acronyme de Auto Union Dutch Industry. On va rester en Allemagne pour parler du logo de BMW. La première utilisation sur un véhicule, c'est en 1923 sur la moto R32. Mais avant cela, le logo avait déjà été utilisé sur des notices qui étaient vendues avec les moteurs d'avion que BMW faisait à l'époque. Et c'est de là que vient la fameuse théorie comme quoi le logo BMW viendrait des hélices d'avion. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir, bien au contraire, puisque le logo BMW a été créé justement pour se détacher de l'univers aéro. En réalité, ce logo a été créé à partir d'un ancien logo d'une ancienne entreprise de BMW, l'entreprise RAP, avec 2 P. Alors le logo, il est là, vous le reconnaissez déjà un petit peu, on a déjà le cerclage noir avec le lettrage en haut R-A-P-P qui est très proche finalement du cerclage du logo BMW. Par contre ici on a un cheval au centre, cheval qui sera remplacé sur le logo de BMW. Il est remplacé en fait par du blanc et du bleu en damier, ce qui est en fait tout simplement le drapeau de la Bavière. Bon alors les couleurs ont été échangées par rapport au drapeau de la Bavière, puisque à cette époque là il y avait une loi qui interdisait de récupérer quelconque signe distinctif régional ou national pour une marque commerciale. Donc BMW n'a pas pu garder le sens initial des couleurs. Bon ensuite le logo a légèrement évolué au fur et à mesure du temps, mais on est resté vraiment sur l'idée originale du blanc et du bleu avec le cerclage noir. Pour Mercedes-Benz, c'est en fait une explication très simple pour cette étoile à 3 branches, logo qui a été déposé en 1909. Décidément, il s'en est passé des trucs en 1909. En fait, chaque branche représente un terrain sur lequel Mercedes, qui à l'époque s'appelait Daimler, veut s'imposer. Une branche représente le sol avec les automobiles Mercedes, une branche représente la mer avec les bateaux Mercedes, et une branche représente l'air avec les avions et les dirigeables. En 1926, Mercedes s'allie avec Benz, qui avait déjà son propre logo. Du coup, pour créer le logo de Mercedes-Benz, ils n'ont pas été chercher bien loin, ils ont simplement imbriqué les 2 logos l'un dans l'autre. Par la suite, le logo Mercedes perdra ses lauriers et on ne gardera finalement que l'étoile à 3 branches encerclée. À première vue, le logo de Porsche peut paraître très compliqué à expliquer et très lourd de sens. En réalité, c'est un des plus simples à expliquer. C'est simplement les armoiries de Stuttgart associées aux armoiries de Württemberg. Si ces armoiries ont été utilisées, c'est très simple. C'est tout simplement parce que Württemberg, c'est le land où se trouve Stuttgart, et Stuttgart, c'est la ville où se trouve le siège de Porsche. Ensuite, ils ont simplement ajouté le petit Porsche au-dessus et ça a créé le logo Porsche qui est en utilisation depuis les années 50. La première utilisation sur un véhicule, c'était en 1953. Jusque maintenant, nous avons parlé de marques qui ont des logos qui ont très peu évolué au fil du temps. Maintenant, ça va changer parce qu'on va parler d'Opel. Les origines de ce logo remontent à 1937 quand Opel décide d'utiliser une forme stylisée d'un dirigeable pour intégrer à son logo. À l'époque, le dirigeable, c'était le symbole de la technologie, c'était le symbole du progrès, et c'est pour ça que beaucoup de marques utilisaient ce symbole à l'époque. Bon, finalement, dès les années 50, le dirigeable est une technologie du passé, il s'agit donc de remettre le logo au goût du jour, et du coup on stylise un petit peu le logo de façon à ce qu'il ressemble plus à un avion, voire même une fusée, ce qui est beaucoup plus actuel dans les années 50. Bon, pour replacer un peu dans le contexte, je vous rappelle que Opel était sous la coupe de General Motors à cette époque-là, et aux États-Unis, l'aérospatiale, la conquête de l'espace, etc., c'était vraiment très à la mode, et on utilisait les inspirations de vaisseaux spatiaux vraiment pour tout et n'importe quoi. Il faudra attendre 1964 pour voir apparaître le Blitz comme logo officiel d'Opel. À l'origine, le Blitz fait référence à un gros succès commercial d'Opel dans les années 30, un poids lourd qui s'appelait le Opel Blitz. Ce véhicule avait en fait son propre logo qui était constitué en fait d'Opel et Blitz marqués l'un au-dessus de l'autre avec un léger décalage. En fait, ça a créé un effet d'éclair, et bon forcément en allemand Blitz ça veut dire éclair, donc tout fait sens. Au fur et à mesure des années, le poids lourd a évolué et les inscriptions Opel et Blitz ont disparu pour laisser uniquement place à l'éclair. Et au bout d'un moment, Opel a décidé d'utiliser ce logo pour tous les véhicules.
Petite remarque, en 2017, ce logo a été légèrement stylisé après le rachat de PSA, puisqu'une petite barre au centre a été rajoutée, histoire de donner encore un peu plus de mouvement à cet éclair. Comment aborder le cas des logos d'automobiles allemandes sans aborder le cas de Volkswagen? Bon, le premier logo de la marque est un brin funeste, puisqu'il tire ses origines dès 1937, à l'initiative de Adolf Hitler. Donc lui, il voulait créer une voiture du peuple, hein, donc Volkswagen, la voiture du peuple. Et du coup, le logo s'inspire pas mal du régime nazi avec la croix gammée, hein, comme celui-ci. Et on a déjà à l'époque le V et le W qui sont imbriqués l'un dans l'autre et qui créent le logo que l'on connaît aujourd'hui. Alors le logo avec la croix gammée a été gardé que 3 ans, de 37 à 39. Juste avant le début de la guerre, le logo est remplacé par une simple roue crantée. Après la guerre en 45, les Anglais prennent le contrôle de l'entreprise et décident de refaire le logo complètement. On enlève la roue crantée et on est très proche du logo comme on le connaît actuellement. Il va rester noir et blanc jusqu'en dans les années 60. À ce moment-là, il va prendre cette jolie teinte bleu azur. Ce n'est qu'en 95 que le bleu, comme on le connaît aujourd'hui, viendra prendre place sur le logo Volkswagen. Courant des années 2000, il va subir pas mal de complications au niveau du logo, c'est-à-dire qu'on va ajouter des effets 3D, on va même ajouter des contrastes avec des couleurs dégradées, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la version comme on l'a aujourd'hui. Alors si vous voulez mon avis là-dessus, je pense qu'il va pas rester comme ça bien longtemps, puisque toutes les marques depuis quelques années sont en train de resimplifier leur logo, après être parties un petit peu comme ça sur des effets 3D, notamment les marques de la tech, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et à mon avis, dans peut-être 1 ou 2 ans, on va avoir une grosse simplification du logo Volkswagen. Bon, cette vidéo sur les logos des marques allemandes est finie.
High, and now with the Forerunner Chronicles, and right now we're in downtown Toronto on Yonge and Davenport, and as you can see, I'm in front of a Masonic temple, but that's not all it is. Check this out. That's right, as you can see, this Masonic temple is actually MTV Studio. MTV Studios actually bought this Masonic temple to shoot programming in here. And this is just additional information to help you understand everything that we've been talking about in the videos, how they actually try to tap into this occult power so that they can influence our minds with this media. That's what's going on right here behind us at this MTV Studio building, which is nothing more than a Masonic temple. Ladies and gentlemen, wake up. This thing is serious. Now take a look at this and think for a second. Not only have they retained the name Masonic Temple on the face of this MTV Studio building, but directly above the MTV logo is the Freemason compass and square. Now that's a pretty interesting place for them to choose to situate their MTV logo. Now, MTV obviously has enough money to make the necessary modifications to this building to remove the compass and square and the words Masonic Temple. At least they could put MTV Studios there, so why haven't they? Well, I ran into one of their employees and they gave me some very interesting history on the whole situation. Now, according to this MTV employee, this Masonic temple was originally purchased by CTV, which is the parent company of MTV. And at the time of this purchase, the owner of CTV, which by the way happens to be the largest media outfit in Canada, was a Freemason. Which explains why, in the year 2005, CTV laid this commemorative cornerstone in honor of the Grand Master that was responsible for the erection of this Masonic edifice. And wait, it gets even better, or should I say it gets even more twisted. When I continued to speak with this MTV employee, she informed me that everything within this Masonic temple, which is now MTV Studios, has been preserved for the most part in its original state. The throne room, which consists of several elaborately carved stone thrones, is still located within the upper precincts of this temple. And the most shocking part of all is that MTV's main recording studio is located in the former Masonic Worship Hall, which explains all by itself what I'm about to show you next. This is a picture of the same Masonic temple in the year 2005 when it housed MTV's parent company, CTV. Now this is a current picture of the same Freemason Worship Center, which is presently the home of MTV Studios. Notice that the words Masonic Temple are nowhere to be found on the structure when it was the headquarters of CTV. This is because the words Masonic Temple were added when CTV placed MTV Studios in this occult cathedral. Which makes you wonder, what does MTV really stand for? I don't know, kiddies, but something doesn't smell right. I mean, really, what does MTV really stand for? And finally, take a look at this still frame from one of MTV's filler commercials. Obviously, this is an all-seeing eye emitting the rays of the sun, which in the occult is a symbol of Lucifer, the light bearer. In this commercial, this all-seeing eye can be seen erratically spinning in all directions. But when you freeze the frames of this very short commercial, you'll find something very disturbing. In the first few frames, you'll notice that there is something located in the corner of the all-seeing eye. It is the number 33. And then, when you freeze the video clip a few frames later, you will find another very curious object located on this occult symbol.
The object is the Freemason compass and square. Put them both together, and what do you get? The 33rd degree of Freemasonry. This is why the all-seeing eye in this filler commercial is shown with the rays of the sun emitting from it, because it is at the 33rd degree of Freemasonry that the initiate receives a collar similar to this one, with the occult symbol of the all-seeing eye emitting the rays of the sun and the number 33 inside of the pyramid. And according to Freemason philosophy, the initiate must be able to skillfully use the compass and square to understand the hidden knowledge of this high degree of Masonry. And according to Albert Pike, the most noted author of Freemason literature, it is at the 33rd degree that the initiate discovers that the god of the Freemasons is Lucifer. It's obvious. Somebody at MTV knows a little bit more than a little bit about Freemasonry, and it appears as though they want you to know too.
Je m'étais fait un délire concernant Red Bull, vu que j'étais dans les logos et un peu les images subliminales ou les messages passés par l'image, donc par le logo. Je me suis demandé à Red Bull, parce que j'avais été choqué du passage Red Bull Monster en fait. En regardant les sports extrêmes, on a connu pendant des années et des années Red Bull, qui a grossi en Europe et en Amérique, jusqu'à sponsoriser les plus grands sportifs extrêmes et des compétitions assez énormes aussi, avec du Red Bull partout. Et à un moment, il y a Monster qui a débarqué sur le marché, et j'ai l'impression que Red Bull s'est fait flinguer, et maintenant, je vois plus que du Monster un peu partout, quoi. Red Bull est beaucoup moins actif ou moins représenté, et par contre Monster éclate. Et du coup, j'ai cherché les origines du logo, donc apparemment il vient de Thaïlande. À l'époque, ça devait être pour les sports de combat thaïlandais, et rien de plus à signaler. C'est vrai que croiser un taureau rouge, quand même, c'est pas souvent. En plus de ça, derrière, alors on voit moins le logo avec les deux taureaux face à face, mais ils ont toujours gardé ou le quadrillage blanc et bleu, ou le disque solaire, le cercle qui est derrière tout doré. On peut bien imaginer que c'est un disque solaire. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, ce taureau a une signification particulière, ce rouge peut-être aussi, et du coup, ce disque solaire qui est derrière, ça fait penser au disque ailé, un disque solaire ailé. Et dans les représentations égyptiennes, on retrouve souvent un disque solaire au-dessus de la tête des divinités. Et du coup, j'ai commencé à regarder s'il n'y avait pas un petit taureau là-dedans. Et les trois dieux Crépi, Ré et Atum se confondent en une seule et se réunissent pour créer un dieu. Et ce dieu possédait deux principales hypostases. Alors le Bénou, qui est ancêtre du phénix, et le dieu taureau, Névis, qui est une hypostase vivante de Ré. Donc on a un taureau déjà qui représente Ré. Reste à voir le rouge et le disque solaire. Alors en manque de bol, un taureau, normalement c'est noir. Et le taureau de Névis est représenté comme un taureau noir. Par contre, il est représenté sur les parois des temples et des tombeaux sous la forme d'un taureau portant un disque solaire et un Uraeus entre les cornes. Alors je ne sais pas si je prononce correctement. Donc l'Uraeus a une fonction de protection, principalement incarnée par Wadjet, cobra de Puto. Donc un cobra. Donc Wadjet est une divinité qui est censée protéger le pharaon, et elle peut être donc identifiée à l'œil de Ré, et elle se représente de deux manières, sous la forme d'un cobra dressé qui au front du roi menace de cracher le feu sur ses ennemis, ou coiffé de la couronne rouge du nord. On arrive petit à petit vers le rouge. Ah oui, la ville de Bhouto, qui est la ville du delta du Nil aussi, et qui est aussi le taureau montagnard, le taureau du désert. Donc un petit lien avec le taureau aussi. Donc je me demande si au final cette histoire de Red Bull là, ça serait pas un disque solaire avec peut-être l'Uraeus qui est symbolisé par la queue redressée comme ça, qui est surprenante. Et c'est vrai que les deux taureaux, quand on voit le logo avec les deux taureaux et le cercle solaire au milieu, ça fait quand même penser, si on va dans cette idée-là, au disque solaire ailé égyptien. C'est intéressant. Le parallèle est intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne pense pas, mais c'est pas impossible. Mais du coup, le slogan Red Bull donne des ailes prend tout son sens, je trouve. Look at your M closely. There's a gap right here in the letter M. It's never connected. So you go into Hebrew. The letter Vav is also the number 6. Short top, long tail. Short top, long tail. You could have here in Hebrew 666 on the can. But my interest is the word monster. What do you see in the O? There's a cross. Okay. What has Christ got to do with an energy drink, let alone the name Monster? So I thought, well, maybe this is a Christian company then. VFC at the bottom of the can. Do you know what that stands for? That's the F word. Big can. In fact, they write it on the side of the can, so I know that's the F word. Okay. Now, do you know what a MILF is? Yes. That's on the box. MILFs dig it, and you will too.
This is not a Christian company at all. So why would they have put a cross on the can? Here is the message. Antichrist. 666 in Hebrew. And then the Bible talks about the beast in Revelation. And look at Monster's ad. This is their statement. You see these M's everywhere. Hats, t-shirts, bumper stickers. Is there another agenda here? If God can use people and product, so can Satan. And look at it this way. Even if the M was not the issue, you cannot deny that that is a cross. And what is witchcraft? When the cross goes upside down, bottoms up, and the devil laughs. Something to think about. Wow. This is how clever Satan is and how he gets into the Christian home and a Christian's life, and it breaks God's heart. Jesus said, my people perish for lack of knowledge. That's awesome. So I've never even seen that. Nyjah Huston, skater pro, un des meilleurs qui est en ce moment, avec sa petite photo où il y a sa main sur son œil. Et je fais tiens, il commence à faire ce genre de truc, lui, ça y est. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu où est-ce qu'il en était, la famille, ses liens de parenté, parce que vu qu'il a commencé très 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 jeune, est-ce qu'il n'a pas été initié il y a très longtemps, donc c'est forcément les parents. Mais vu le niveau actuel qu'il a atteint, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a justement du MK Ultra dans le sport, je me suis dit, ça se trouve, Nyjah, c'est son cas. Mais bon, je crois pas trop quand même. Mais peut-être qu'il s'est fait récupérer maintenant que c'est un des meilleurs skateurs mondiaux. Là. Peut-être qu'il a été intéressé par ce genre de choses, ou qu'on l'a approché, ou etc. C'est possible. Et peut-être qu'il a dit oui tout simplement, pour voir un peu ce que c'était, puis voilà. Et j'ai regardé du coup ses tatouages. Parce qu'il a commencé à se tatouer, et au bout d'un moment, il y a eu un petit tatouage dans le cou, qui représente un triangle et un œil. Alors il est resté pas tatoué pendant un très long moment, et d'un coup, c'est parti quoi. Bon après le tatouage c'est une drogue, mais voilà. Et bizarrement, ce tatouage-là, malgré sa position, on le voit pas souvent. Ah, il y a un clip où on le voit. Son tatouage, il apparaît une fois ou deux, vite fait à la fin, quoi. Mode discret. Et voilà, et du coup, Nyjah, peut-être qu'il a été approché, peut-être qu'il est initié. Bon, après, dans le skate, voilà, ça fait un moment que ça tourne, hein. Quand on regarde le logo Thrasher, qui représente un pentacle, la tête de bouc, Vans avec le damier noir et blanc. Ce qui m'a fait me poser des questions sur Nyjah, c'est d'une part cette photo où il cache la moitié de son visage, donc son œil, qui a mis en profil Instagram ou Facebook, je sais plus. Donc c'est pas une photo qui passe comme ça, le mec le met quand même comme avatar de son compte Insta ou Facebook, enfin bref.
Mais ce qui m'a fait un lien avec, bon, un lien à la con, hein, certes, mais avec nos Monster et du coup les sports extrêmes comme le skate et Nyjah, c'est que il a commencé à avoir des logos Monster un peu partout, et Nyjah est sponsor, enfin doit avoir des rémunérations au niveau de la pub grâce à Monster, et entre autres il a des casquettes Monster. Et là, j'avais repensé à cette histoire de puce RFID, de marquage, alors je sais plus dans quel texte là, qui dit que quand on aura la marque de la bête, elle sera ou dans notre main ou sur notre front. Bon, je m'étais dit à l'époque, les puces, la puce RFID, pourquoi pas la marque de la bête dans la main, bon ok. Par contre, sur le front, les gars, il va falloir s'accrocher, parce que d'ici à qu'on se fasse implanter des puces dans le front, ou qu'on se fasse tatouer quelque chose de particulier au milieu de la gueule, falloir attendre quoi. Et avec cette marque de Monster justement, c'est vrai qu'on se retrouve du coup avec la marque de la bête au niveau du front. Alors c'est vrai que bon, c'est tout le temps, voilà, c'est quand on y pense, on se met un logo ou une représentation de quelque chose pile au niveau du front, enfin de la boîte crânienne, voilà, de la pensée quoi. Et comme les autres logos jusqu'à maintenant sur les t-shirts ou chemises ou ce qu'on veut au niveau du cœur, voilà, c'est intéressant parce que si c'est ça au final la marque de la bête, dans ce cas-là, faut voir ce qu'on est, faut voir si Monster c'est vraiment ça, mais vu l'expansion de Monster et vu voilà comment c'est arrivé d'un coup comme ça avec sa tour couvert, je me dis bon, les mecs ont quand même pas mal de blé derrière. Du coup, au niveau de la marque de la bête, si on a la petite casquette Monster et la puce RFID dans la main, on devrait être pas mal. Voilà. Mais bon, au final tout ça c'est pas forcément très sérieux, mais bon, c'est intéressant quand même d'observer ces trucs-là. I knew I was gonna get asked this. I guess I should sit down and actually count them. If I would have just throw out a number, like 200. Yeah, my first tattoo ever was on my arm. I was 18 years old, Skate and Destroy. It's a Thrasher saying. I think it's sick that I got that for my first one because that is like the classic like skate saying. I was at this skate contest in Tampa called Tampa Pro. The tattoo artists there were like working out of the back in like this parking lot, and I think they were just doing a few different things you could pick from, that being one of them. And my buddy Chase actually pressured me into getting it. I was like, I don't know, dude, I don't know if I'm ready for all that. I'd like just turned 18. I didn't even think I wanted tattoos at the time. Ended up getting it. That's where it all started. Look at me now. My most recent tattoo was 2 days ago. It might be the stupidest tattoo I've ever gotten. It is a ferret on a skateboard. My friend, this girl Michelle, is obsessed with ferrets. Like every time I would see her, she'd be like, when are you getting your ferret? When you got all these tattoos, you're not gonna get a ferret tattoo? And then my buddy Cody was in town tattooing, wasn't even in the mood to try to figure out what I wanted. So I was like, wow, I guess I'm literally gonna get this ferret tattoo and just be a good friend. So I got a ferret on a skateboard and he actually came out pretty tight. This is my fried leg. I dedicated this leg to get random stuff on. Got a Jason mask, we got a pineapple, we got this Grim Reaper up here, and we got a lion skull. I got a waffle tattoo recently too. I love waffles, so what can I say? Waffles are fire. People are gonna think I'm so stupid. No regrets. I got some tattoos for like exes even and stuff, but I don't really even regret those. I mean, I feel like I have so many tattoos and like probably 90% of my body is covered at this point. So it's not like I look at one tattoo, I'm like, oh, like I can't believe I got that. I'm so bummed. I'm just like, I'm really all over the place when it comes to deciding what tattoos I want or get. I used to be more picky about what I wanted because obviously it's the earlier stages and you got a lot more space on you, so you want to get stuff that you're really hyped on and looks good in certain places. But I'm really thought out about most of my tattoos, unlike the ferret one. Most of the stuff doesn't
mean something to me. I more so just get stuff that I see and that I'm hyped on and that I think fits my vibe well. I've always mainly been a fan of black and gray tattoos. My type of skin color, I think black and gray looks the best. The only color I have on myself is some green on this eye. It's actually one of my friend's eyes. And then I have some green on this chick on my hand. I definitely have some favorites. On my knee, I got this like half butterfly, half skull. I really like the lion on my stomach right here because the lion has always kind of been my animal. I had dreads growing up. I didn't cut my hair literally until I was 16. I had these long ass dreads and that was like kind of my main. And that was what I was known as a kid, was just this little kid that shredded and with the long dreads. That's what the lion represents. Hold a lot of pride in that one. My buddy Daniel did my hand tattoos and he absolutely killed it. I really like the chick right here on my left hand. Don't actually know who it is. When I get like girls on me or something like that, I don't really like to pick who it is. I just let the tattoo artist give me some options and I'll just pick one. This one too came out sick. I love wolves as well. I think I did my neck when I was like 22 years old. This guy, Thomas Hooper, did it. He is a legendary tattoo artist. I sat down and designed this one with him. Kind of made it all flow together. On this side, we have a triangle with an eye in it. Kind of has that Illuminati vibe to it. And then on this side, we got an eagle. He killed it, you know, it was 3 days, around like 5 or 6 hours each day. That was probably the most painful part of my body to get tattooed. They have to like stretch your skin like all weird and they're pulling your neck in weird ways. You have to breathe all crazy when it's on your Adam's apple right here. Oh my God, it was bad. I'm not gonna sit here on camera and say that I'm never gonna get my face tattooed because I could end up getting some stuff one day. If I did get anything on my face, I would make sure it's like small and just something somewhere. And yeah, sorry mom, if you're watching this. I mean, my mom's just like the most chill person in general. She never really gave me too hard of a time about it. I feel like it got to a point where she just kind of gave up on trying to tell me I should chill and not tattoo my whole body. I only started my back like a year ago. My buddy Karai did it, and he's a really good tattoo artist. He works out at Bang Bang in New York. The whole thing is symmetrical. There's like 2 things on each side kind of going down the back, most of it, and then some things in the middle. And then on my ass, we have like 2 like geometric designs on each side that kind of match with the back of my like shoulder blades. So much stuff, dude, I can go on and on. My buddy Justin did most of these small random tattoos. He's a really good like detailed artist. We got a dinosaur, a raptor, and this little guy's on a skateboard pulling him. Some more darkness over here. We got death is certain, some butterflies. This just goes to show like how random my tattoos are. It'll go from these cute little butterflies to a tombstone that says see you soon. But I don't care about getting like random sketchy stuff about death and whatnot because I'm not afraid to die. You know, you can't be afraid to die doing the stuff that I do, so you just gotta say F it and go for it. I will stop getting tattoos when I have no more room. I really don't got much room left, but I'm stoked with what I got. It was all worth it. Hundreds and hundreds of hours of pain. A little pain is good sometimes.